Et nous allons donc reprendre le cours de nos échanges avec une deuxième table ronde sur la thématique du comment les entreprises gèrent le retour du social et ses conséquences en matière d'organisation du travail. Quelles perspectives pour les DRH, pour les directions générales d'entreprise et bien entendu les organisations syndicales qui sont à minima les trois principales parties prenantes sur le sujet. Et pour ce faire, j'accueille Mathieu Debol qui est consultant dans le cabinet Peval qui, entre autres choses, donc accompagne les entreprises sur un certain nombre de sujets RH, d'organisation et d'innovation, et porte une particularité qui est la théorie des mondes, mais vous aurez peut-être l'occasion d'en dire deux mots tout à l'heure. Et pour accompagner Mathieu, qui jouera le rôle de modérateur dans ce débat, j'appelle Sandra Delval, Olivier Delavoye et Bernard Vivier à rejoindre Mathieu sur le plateau. Et très bon débat. Merci beaucoup, Sylvie. Je suis ravi d'être avec vous pour animer cette seconde table ronde pour l'heure qui vient. Alors, saisir le moment de la métamorphose, c'est poser qu'il y a une singularité au moment que nous vivons. Cette singularité dont nous avons convenu lorsque nous avons préparé avec l'Observatoire des cadres cette matinée, appelle qu'on s'y arrête et qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui est si particulier dans ce moment post-Covid, dont on avait rapidement dit qu'il ressemblait quand même étrangement au monde d'avant Covid. Et pour autant, nous vivons une conjoncture économique assez particulière, avec les prix de l'énergie qui explosent. Je crois qu'on avait mis les gilets jaunes dans la rue pour moins que ça. Une inflation qui promet des NAO relativement sportives dans toutes les entreprises de France. Vous ajoutez une crise de sens. Vous avez des cadres qui entrent dans un état catatonique lié à leur éco-anxiété après une première fresque du climat. Et puis on voit les effets de la grande démission se profiler dans le recrutement des grandes entreprises. Et puis des mouvements sociaux. Je crois. Alors, la promesse d'une rentrée sociale est un marronnier en France. Toutefois, il semblerait quand même que les voyants sont ouverts cette fois-ci, avec une réforme des retraites annoncée dans le cadre d'un détricotage toujours plus avancé du modèle social français. Et puis l'entreprise est le réceptacle de toutes ces attentes, de toutes ces revendications. Et ce sera certainement le premier objet de la discussion entre nous. Comment est-ce que les DRH en particulier, les comités de direction, comment est-ce que les organisations syndicales appréhendent ce moment si particulier? Et le vivez-vous comme un moment particulier? Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est celui, c'est aussi un élément de singularité, c'est celui de l'organisation du travail. Nous en parlions avec les intervenants dans la préparation de ce débat. Avons-nous vécu un moment de rupture aussi marqué pour les entreprises sur le sujet de l'organisation du travail depuis la mise en œuvre des 35 heures et des lois Aubry? Je n'en suis pas certain. En tout cas, le potentiel de transformation, de la généralisation massive du télétravail peut bien nous rappeler ce moment-là. Pour autant, ce serait un réflexe de pensée d'associer uniquement le télétravail à cette nécessaire réflexion sur l'organisation du travail, parce qu'il y a d'autres facteurs de transformation qui ont continué de progresser, certains à bas bruit. La digitalisation du travail est un de ces facteurs d'évolution. Le développement des freelances, de l'entreprise étendue dont on a discuté tout à l'heure. On a longtemps pensé que la RSE serait soit un serpent de mer, soit une arlésienne. Et pourtant, avec la loi Pacte, on a vu s'accélérer la prise de conscience de ce sujet comme élément fondateur des nouvelles pratiques. Et puis, on a beaucoup évoqué tout à l'heure le sujet de la guerre des talents.
qui amène à repenser aussi comment est-ce qu'on veut organiser le travail pour retenir et attirer ces personnes. Bref, repenser l'organisation du travail est au cœur des stratégies sociales et business de l'entreprise. Et là encore, il nous semblera intéressant d'en discuter avec nos intervenants. Et puis, troisième sujet qui est peut-être à la conjonction des deux premiers, c'est celui du contrat social. Alors Pascal nous disait, qu'en RH, on aime le flou. Et effectivement, il y a un flou. Qu'est-ce qu'on appelle le contrat social ? Et pour autant, on n'en a jamais autant parlé. On entend bien les revendications directes des salariés, on entend la pression du législateur qui demande aux entreprises, un peu comme on le demande à l'école, de s'emparer de toutes les difficultés que les personnes rencontrent dans la société. On en parlait avec Sandra, qui nous disait je m'occupe aussi bien de la santé mentale de mes salariés que de leur précarité énergétique, que de leur bien-être supposé. Et puis il y a cette idée, on y revient, de mieux-disance sociale que les entreprises affichent pour attirer ces fameux talents. Dans ce contexte, que veut la DRH ? Comment est-ce que les comités de direction s'emparent de ces sujets ? Et puis quel est enfin le rôle des partenaires sociaux qui sont eux-mêmes confrontés à leurs propres difficultés, à leurs propres réinvention dans ce moment. Beaucoup de sujets à traiter en 1 heure. Alors, 3 personnes avec nous, 3 intervenants de grande qualité pour aborder ces sujets. Sandra, vous êtes juriste de formation, vous avez fait votre carrière dans les DRH de grands groupes comme Accor, comme Edenred, comme ISS. Vous avez la particularité d'avoir participé à une aventure entrepreneuriale dans le lancement d'une activité sous l'égide de Foncia et vous êtes depuis quelques mois la nouvelle DRH d'Adecco France. Vous allez partager avec nous cette triple vision de juriste, de DRH et de dirigeante d'entreprise pour croiser les regards sur ces sujets. Olivier, vous êtes cofondateur, co-dirigeant de Cospirit, un groupe de médias, mais aussi une PME de 200 personnes. En cela, vous êtes pour moi un modèle archétypal du patron français, et on se le disait avant le début de cette table ronde, n'oublions pas que les salariés français travaillent essentiellement dans des PME. Bernard nous rappelait les chiffres, vous m'aviez dit qu'il y a moins de 2000, je vais vous redonner la parole là-dessus. Combien d'entreprises de plus de 2000 salariés ? En gros, il y a à peu près 500 entreprises de plus de 2000 salariés, pas plus. Et il y a à peu près 2000 entreprises, 3000 entreprises de plus de 500 salariés. Autant dire, la PME est la norme. Et c'est intéressant de croiser ce regard d'un patron de PME dans une entreprise qui s'est adaptée aux situations de crise, qui a surmonté des crises. Je sais que vous êtes marin, vous avez su ajuster la voilure autant qu'il faisait. Vous nous direz comment on fait pour dépasser ces moments. Et puis Bernard Vivier, alors parmi vos très nombreuses casquettes, on va retenir celle de directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes un observateur expert des relations sociales et des partenaires des organisations syndicales en France, et vous nous éclairerez sur le rôle que peuvent jouer les organisations syndicales, aussi bien à l'échelle de l'entreprise qu'à l'échelle nationale, sur ces 3 sujets. On se lance. Mais du coup, peut-être la première question, Olivier, on parle de la singularité du moment. Comment est-ce que le dirigeant d'entreprise, le patron, a vécu cette période et en quoi son agenda a été changé, transformé par tous ces nouveaux sujets ? Merci. Bonjour à tous. Il faut que je vous parle un petit peu de l'entreprise parce que ça fait 29 ans qu'elle existe, mais on n'a pas encore atteint la notoriété d'Adecco ou de Total Energy. Pour que vous sachiez d'où je vous parle et de quoi je vous parle. Donc l'entreprise, c'est un groupe de conseils médias qui existe maintenant depuis 29 ans.
qui comprend 220 personnes, qui est en forte croissance, sauf pendant l'année Covid. Mais on a récupéré en un an ce qu'on avait perdu pendant le Covid. C'est une entreprise qui appartient encore à ses fondateurs. Et c'est important parce que, en termes de rentabilité, on n'a pas des exigences absolument inconsidérées ou très élevées. Ce qui est important, c'est que l'entreprise gagne de l'argent. Et ce à quoi on croit avec mon associé, c'est que la valeur de l'entreprise est basée sur son développement. Donc l'argent gagné sert à l'innovation. C'est une entreprise qui fait face à 4 défis, comme beaucoup d'entreprises. D'abord, l'évolution du métier. J'ai oublié de vous dire qu'on était dans le conseil média, donc on est des affreux de la pub. On fait en fait des plans médias et on achète de l'espace publicitaire pour nos clients. Et bien sûr, on monitore beaucoup, puisqu'avec Internet, maintenant, quand les annonceurs investissent 1 euro, ils veulent savoir, et c'est normal, combien ça leur rapporte. Les belles années de la publicité où on disait je sais que 50% du budget publicitaire ne sert à rien, mais je ne sais pas lesquels, sont complètement derrière nous. Donc ça exige aujourd'hui une rigueur et des talents aussi différents. Donc cette entreprise, elle fait face à 4 défis. L'évolution des métiers qui est absolument considérable. Google a 20 ans, mais Facebook n'a que 10 ans. Et TikTok n'a que 5 ans, si on est caricatural, et puis il y en a plein d'autres. Donc aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent ce qu'il faut qu'ils fassent dans le métaverse. Donc gros pari. C'est une entreprise qui est en croissance, je le disais, donc qui a besoin de recruter des talents, puisque en fait, pour nous, il n'est valeur que d'hommes. Le capital humain est très important. Et on est assez identique à un cabinet de conseil, finalement. On vend du temps homme et du talent. Et puis, on doit aussi faire face à toute l'évolution sociétale dont Thomas a parlé, avec les aspirations, les nouvelles aspirations des collaborateurs. Et donc, il faut qu'on gère tout ça. Et beaucoup de ces sujets reviennent à la DRH. Donc là où autrefois je demandais, ou on demandait au DRH finalement de nous trouver la bonne personne au bon endroit quand on ramenait des contrats, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Il faut gérer, il faut que la RH gère les problèmes d'évolution, de formation, de qualité de vie au travail, de sécurité, etc., etc. Donc une liste de sujets très importante. Et donc aujourd'hui c'est le défi, c'est d'arriver à tout gérer pour une entreprise de notre taille où il y a 4 personnes au RH. C'est compliqué. Et nous, les dirigeants, on y passe plus de temps qu'avant, même si on a toujours considéré que les RH étaient centrales. Aujourd'hui, c'est stratégique. On se doit d'avoir une offre différente de nos concurrents, parce que finalement, le marché des agences médias est petit. Donc, et c'est un marché qui a bien repris cette année. Donc, si on veut attirer les talents, il faut qu'on ait une offre différente. Et un peu finalement à l'image de ce qu'on fait chez nos clients, il faut qu'on mette en avance nos différences. Et nos différences aujourd'hui, c'est une certaine façon de gérer l'humain avec beaucoup d'attention, parce que ça fait partie de nos convictions, mais en même temps c'est une nécessité économique. Et c'est en soignant nos collaborateurs qu'on arrive à les retenir et à attirer de nouveaux. Finalement, vous faites du judo social, vous emparez de la force du corps social qui vient avec de nouvelles revendications pour en faire un avantage compétitif pour l'entreprise. C'est ça, ouais. C'est une belle image, le judo social. Sandra, vous êtes une DRH à l'écoute du corps social. Comment est-ce que vous percevez ce changement et est-ce que vous parleriez d'un retour du social ?
Déjà, bonjour à tous. Merci de m'inviter à m'exprimer à cette table ronde. Alors, comme vous l'avez dit, en préambule, moi j'ai évolué dans différents secteurs, mais plutôt dans le secteur des services et plutôt dans des groupes à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, dès lors, la question sociale, elle a toujours été très importante et elle a toujours occupé une place importante dans mon agenda, nécessairement. En revanche, là où se situe la différence, c'est dans la diversité des sujets qu'on traite aujourd'hui, je pense. Et j'aurais envie de répondre à une question, finalement, plutôt, enfin, de répondre à cette question par une question qui est: est-ce vraiment le corps social qui a de nouvelles attentes, ou est-ce que ce sont les préoccupations de la société avec un grand S qui se sont insinuées dans les débats d'entreprise? Et en l'occurrence, moi j'ai quand même l'impression que les entreprises évoluent sous le poids des questions de démographie, les questions de nouvelles technologies qu'il faut bien sûr absorber dans les entreprises, sur les sujets de la question environnementale qui est aussi à prendre en considération, les sujets de globalisation. Et nécessairement, tout ça influe sur les modes de gestion des entreprises d'une manière générale. Mais on est bien d'accord qu'en France, toutes les entreprises n'évoluent pas au même rythme et qu'aujourd'hui, on a encore, à mon sens, 3 types de structures d'organisation où la question sociale est différente, du coup. Moi, je vois encore des entreprises qui sont très centrées sur le business, l'atteinte de résultats, qui sont très managing people. Et dans ce cas-là, les politiques RH, elles sont en adéquation et on va être véritablement sur l'incentive des salariés pour atteindre des objectifs. Et on ne va pas s'emparer de tous les sujets, de toutes les questions sociales. On va plutôt considérer l'individu comme une composante d'un collectif qui permet d'atteindre des résultats, mais pas forcément... on ne va pas s'intéresser à l'individu en dehors de l'entreprise comme étant un individu avec des finalités autres. Je pense que voilà, la question sociale, elle s'arrête très vite finalement aux figures imposées par le Code du travail. Et puis après, on a toutes les entreprises qui ont eu des difficultés à recruter, qui dans ces conditions ont dû, comme le disait Olivier, faire attention à l'offre, à avoir une offre de plus en plus différenciante. Et moi, j'appelle ça des sociétés prestataires de services pour les salariés. Et donc là, on va effectivement mettre en place tous les avantages sociaux que l'on connaît, mais on ne va pas s'arrêter là. On va s'intéresser à la vie privée du collaborateur, on va s'intéresser aux questions de logement, à la famille. On va définir des politiques en lien pour permettre la création d'une crèche, la salle de sport pour la santé. On va travailler sur la méditation. Voilà, on est très très imaginatif à la RH quand il est question de déployer des offres qui aillent dans ce sens. Mais voilà, l'idée c'est d'être attractif et de fidéliser les collaborateurs. Et puis on a ces dernières années vu aussi apparaître de plus en plus d'entreprises qui sont devenues, moi, ce que j'appelle des care companies, qui ont dû faire les préoccupations de la société, qui sont des préoccupations beaucoup plus larges, et notamment qui relèvent de la responsabilité sociétale et de la responsabilité environnementale. Et là, la DRH, en fait, va vraiment s'appuyer sur la stratégie RSE et va, en fait, faire en sorte de retenir aussi ses collaborateurs par la promesse globale qu'elle permet. Et donc, on va être vraiment sur un discours qui mobilise tous les acteurs de la société vers une production meilleure. Voilà, donc je pense que dans ces conditions, la question sociale elle est vraiment entière et on a de nombreux sujets à traiter avec le corps social et les partenaires sociaux. Chez Adecco, vous êtes dans lequel de ces 3 modèles ? Eh bien, nécessairement, compte tenu de notre métier, qui est de mettre à l'emploi des centaines de milliers de personnes, on s'est intéressé forcément au départ à la prestation de services. Voilà, donc on a une offre extrêmement différenciante, je pense.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on a intégré dans notre contrat social la dernière. On a cranté avec la responsabilité sociétale et on engage vraiment nos collaborateurs à être beaucoup plus vertueux. Donc là, dans nos politiques RH, on est beaucoup centré sur la mobilité douce, sur permettre à chacun de s'engager socialement au travers de notre fondation. Donc voilà, on est beaucoup sur ces sujets-là. On reviendra dans quelques minutes sur le contenu du contrat social Oui. chez ADECO. Toujours est-il que j'entends qu'il y a effectivement une cristallisation de ces enjeux sociaux qui sont traités aujourd'hui dans l'entreprise, quel que soit le modèle retenu. Bernard, les OS dans tout ça, comment se saisissent-elles, aussi bien à l'échelle de l'entreprise qu'à l'échelle nationale, de cette cristallisation de tensions dans la société, de sujets d'épanouissement des collaborateurs, d'organisation du travail? Est-ce qu'on se prépare à la grande rentrée syndicale? Oula. Comme ça a déjà été dit, la rentrée sociale, c'est une phrase, qu'en est-il? Le climat social, il est beaucoup conditionné par l'activité économique, par la conjoncture politique, oui, bien sûr. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Beaucoup d'incertitudes sur le plan politique étrangère, économie, vie sociale aussi, et avec une connotation d'inquiétude. C'est assez curieux. J'assiste depuis plus de 40 ans à tous les congrès, toutes les organisations syndicales, y compris le monde patronal. Donc j'étais à la REF, du MEDEF la fois dernière. Il y avait des discours d'inquiétude. Madame la Première ministre a fait un discours d'inquiétude. Le discours du président de la République, c'est un discours d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que c'est pas fondé, mais voilà. Dans les entreprises, l'activité reprend globalement, en tout cas pour l'instant, et le chômage diminue. Donc plutôt une bonne atmosphère, une bonne respiration. Mais dans les entreprises, il y a des difficultés d'ordre économique, les approvisionnements, préoccupations sur l'énergie, et puis les questions de recrutement, ça a été dit. Dans l'immédiat, on ne sent pas un climat social explosif. Dans l'immédiat, il y a des tensions sociales. Les DRH, tels que nous les voyons à l'Institut supérieur du travail, c'est quoi? C'est maîtriser les futures négociations sur les salaires, et deux, avoir une bonne politique de recrutement, parce que, tant mieux, le chômage diminue, 7,4. Si on poursuit les efforts, ça sera encore plus difficile. Mais il y a des régions de France ou des professions où le taux de chômage tombe à 2-3%. C'est-à-dire tout juste nécessaire, je dirais. Bon. Et ces questions immédiates n'occultent pas pour autant dans les entreprises l'exigence de penser à l'important. L'important, c'est quoi? C'est la nouvelle organisation du travail qui existe depuis longtemps, mais qui a excité, dans le bon sens du terme, la période de Covid. L'illustration que l'on cite toujours, c'est celle du télétravail. Et puis, les attentes nouvelles, notamment des jeunes générations, en direction de ce que les entreprises peuvent leur apporter. Le temps est fini, et pas uniquement parce que la courbe du chômage devient plus heureuse. Le temps est fini où, dans un recrutement, on disait « Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise ?» Aujourd'hui, vous avez des salariés qui disent « Qu'est-ce que l'entreprise m'apporte ?» Moi, je ne vais pas rester toute ma vie au même poste, au même lieu de travail, dans le même métier, les mêmes activités. Et la notion de grande démission, qui a été un peu forcée comme expression, révèle bien, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, cette volatilité, cette infidélité. Mais là aussi, ne prenons pas ces deux mots comme des mots négatifs. C'est un état, il faut s'organiser, il faut s'adapter. Et donc la gestion du temps long et la gestion du temps court deviennent difficiles à ordonner. Parce qu'une entreprise, et on vient de l'entendre, c'est une entreprise qui ne vit que dans le temps long, mais c'est une succession de petits temps courts. Merci beaucoup. On l'entend, les salariés réinterrogent leur rapport au travail. On l'évoquait ce matin, la fin de l'unité de lieu et de temps. Quel est mon lieu de travail?
quels sont mes temps de travail, quel est l'équilibre de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, tout simplement quel est le sens que je trouve, que je veux donner à mon travail. On imagine que les DRH sont tout entières préoccupés par la réflexion sur ce sujet. Enfin, on va repenser le travail en tant qu'objet sociologique. Et pourtant, Pascal nous le rappelait, on voit bien que les DRH ont perdu le cadre méthodologique, le cadre théorique pour s'emparer de ces sujets. Et puis, je peux le dire, je le constate dans mes rencontres quotidiennes avec des DRH, on en voit certains noyés dans la mise en œuvre d'un SIRH, on en voit d'autres qui se fourvoient dans l'installation de tables de ping-pong et de baby-foot, même si ça se fait un peu moins depuis un an ou deux. On constate pour le moins une difficulté à appréhender ce sujet et à le traiter au sein des DRH. Sandra, pourquoi est-ce si difficile pour nombre de DRH d'entrer sur ce sujet et de le penser, non pas à coup de petites mesures, mais de manière systémique? Moi, ce que je pense, c'est que si aujourd'hui on a une certaine frilosité des DRH à rentrer sur ces sujets-là, c'est que tout simplement, c'est certainement le sujet où c'est le plus compliqué finalement de faire converger les intérêts du corps social d'un côté et les intérêts de la direction de l'autre. J'entends par là que d'un côté on a un corps social qui souhaite en fait être libre dans la manière de s'organiser au travail, qui souhaite qu'on décloisonne, qui souhaite être en autonomie. Et de l'autre, on a quand même des contraintes business qui demeurent, on a quand même des attentes clients qui sont de plus en plus exigeantes. Moi, j'évolue dans le secteur des services, donc on a des clients qui souhaitent qu'on puisse être disponible en dehors des horaires usuels de travail entre 9h et 18h du lundi au vendredi. Donc voilà, donc on a besoin de flexibilité d'un côté et de l'autre on a besoin de permettre au corps social de pouvoir travailler comme il l'entend, à son rythme et bien sûr en ménageant l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc tout ça est donc compliqué à faire converger. Donc c'est un sujet très complexe et effectivement quand on s'engouffre dans ces sujets-là de négociation avec les partenaires sociaux, on a beaucoup de coups à prendre parce que là le DRH s'illustre vraiment en tant que business player et il doit être en capacité dans les négociations de prendre les sujets de part et d'autre et de faire converger et bien sûr de ne pas impacter le business. Il faut que toute cette organisation elle tienne la route. Encore faut-il que la DRH soit mise en capacité de traiter ces sujets. Et par là, on a évoqué ce matin, les DRH ont subi elles aussi des coupes claires dans leurs effectifs. Il y a le sujet des outils et puis il y a le sujet de la formation des DRH. Vous êtes dans le cadre classique d'une DRH rompue aux sciences juridiques. On voit beaucoup de DRH qui n'ont pas ce bagage et pour lesquels il peut être plus difficile d'aborder ces sujets. Oui, je confirme qu'effectivement, sur un plan juridique, ces sujets-là maîtrisent un peu de technique, mais bon, après, on peut aussi bien s'entourer des bonnes compétences pour pouvoir adresser ces sujets-là. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ce serait un tort pour les DRH que de contourner ces sujets qui, pour moi, sont vraiment les sujets dans lesquels ils s'illustrent en tant que business player. Je rebondis, Bernard. Les OS jouent le jeu aujourd'hui pour. On les a connus très agressifs au sujet des rémunérations. La santé au travail a été un deuxième cheval de bataille. L'organisation du travail, ça parle aux OS ? Alors, sans aller trop dans le détail, il y a quand même des cultures différentes dans le monde syndical. Vous avez une famille syndicale avec des expressions différentes, des étiquettes différentes, qui valorisent un syndicalisme de revendication centré sur des thèmes très quantitatifs. Emploi, pouvoir d'achat, conditions de travail. Mais conditions de travail, c'est donnez-nous une prime parce que le travail est difficile. Puis vous avez une autre famille de syndicales qui se veut davantage acteur de la transformation sociale, alors tout le monde reconnaîtra, et qui est plus ouverte à des questions de société aussi.
et qui vise à entrer en amont des problèmes que l'on rencontre pour chercher des solutions discutées, négociées. Donc le monde syndical n'est pas toujours à l'unisson. Observons que ces deux syndicalismes, qui ne s'apprécient pas toujours entre elles, ces deux formes de syndicalisme, occupent le terrain. Un syndicalisme de revendication très quantitative peut apparaître un peu statique, un peu conservateur. Mais après tout, le syndicalisme a une première fonction de conservation, pas de révolution. Ça, on nous a rajouté ça au XXe siècle. Mais le syndicalisme, il est là pour protéger, pour conserver, pour étendre les avantages qui ont pu être obtenus par la négociation ou par la grève. C'est-à-dire le contrat collectif. C'est déjà le mot contrat, c'est un contrat. Contrat collectif, c'est le pendant du contrat individuel. Et puis il y a un syndicalisme qui est un syndicalisme davantage de transformation, au risque d'être un acteur politique et donc de se confronter aussi avec d'autres acteurs qui organisent la société, notamment la société politique. On peut s'attendre à voir les organisations syndicales, à l'échelle des entreprises en tout cas, entrer plutôt positivement dans des rounds de négociation avec les DRH à partir de la rentrée. Oui, parce que d'abord le cadre réglementaire, législatif réglementaire pousse à la négociation. Hein, l'obligation annuelle de négocier, ça a maintenant 1982, ça a 40 ans. Bon, mais en amont, la loi de février 1950 a libéré la capacité à négocier dans les branches. Et on a 3 niveaux de la négociation. L'entreprise, il y a à peu près 90 000, 100 000 accords signés chaque année dans les entreprises. Même en période Covid, ça a baissé un peu, mais c'est fort. La négociation de branche, qui reste significative, plusieurs centaines, 900 à peu près chaque année. Puis la négociation nationale interprofessionnelle qui faiblit. Et on voit bien là l'utilité de ces négociations, parce que si les acteurs directs qui organisent le marché du travail, je pense à la branche, mais aussi dans l'entreprise, ne gèrent pas, ne prennent pas en compte ces questions-là, qui le fera ? C'est l'État. Et l'État, évidemment, c'est la politique. Le paritarisme, aujourd'hui, est abîmé, et l'État a récupéré, je vais être un peu vulgaire, a récupéré le magot. J'interrogeais tout à l'heure Sandra sur l'état des forces au sein des équipes DRH pour être capable de porter finalement ce travail sur l'organisation du travail. Qu'en est-il côté organisation syndicale ? Est-ce qu'on a les talents, est-ce qu'on a les capacités pour traiter ces sujets aujourd'hui ? Oui, parce que le syndicalisme, c'est une formidable école de la vie et de la prise de responsabilité. C'est extraordinaire. Nous connaissons tous des militants syndicaux qui, au début de leur engagement, étaient, comme on dit dans mon pays, un peu timidous. Et tout bon. Et puis et il y a eu de très belles carrières. C'est une formidable école de la responsabilité et de l'engagement. Donc, la question aujourd'hui pour les organisations syndicales et qui devient grave, c'est la question de la relève. Et ce qui bouscule les entreprises, c'est-à-dire un regard un peu distant dans l'engagement dans l'entreprise, on le retrouve aussi dans l'engagement syndical. Le gouffre des générations est un gouffre qui s'accroît. Il fut un temps où dans leurs congrès, les organisations syndicales, pas toutes, mais une grande partie d'entre elles, faisaient des sondages à caractère sociologique. Quel âge avez-vous ? Bon, aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Et il est des congrès de certaines organisations syndicales qui sont quand même le congrès des cheveux blancs. Alors que ça pourrait répondre à la crise de sens à laquelle sont confrontés bien des salariés. Oui, en disant ça, le mouvement syndical est toujours absolument nécessaire parce que c'est un facteur, c'est un élément de conservation, dans le bon sens du terme, c'est un élément de proposition, c'est un acteur de la vie sociale dans l'entreprise, dans la branche professionnelle, dans les territoires aussi, ne le négligeons pas, et au niveau national. Si cette régulation ne se fait pas entre acteurs directement concernés par la société, la régulation se fera par le bruit, par la violence, par les gilets jaunes, ou bien par une bureaucratisation étatique. On a les deux en ce moment. Olivier,
comment est-ce que le patron, fondateur d'entreprise, dirigeant au sein de ses équipes, s'empare de ce sujet, l'organisation du travail? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il faut se rappeler qu'au moment où il y a eu ce confinement, là, en tout cas nous, ça s'est passé comme ça, et ça a dû se passer pour beaucoup d'entre vous. On a dû fermer l'entreprise un vendredi, parce que je crois qu'on a un peu anticipé. Et on a envoyé tout le monde, donc les 220 personnes chez elles. Et on s'est dit, est-ce que lundi, tout ce qu'on a fait en matière de DSI, et on a eu de la chance parce qu'on avait un peu anticipé, va fonctionner. Et ça a fonctionné. Donc l'organisation du travail, la réorganisation du travail, elle s'est imposée à nous par les événements. Et après, il a fallu gérer. Je rappelle ce moment parce que je pense que c'est assez fondateur. Certains collaborateurs, donc on utilise les Teams, etc. Certains collaborateurs se sont branchés en permanence sur Teams pour faire comme s'ils étaient au bureau, et ça a duré quelques semaines avant de trouver un rythme. Donc le télétravail imposé a été un point de départ de la réorganisation. On parlait télétravail, nous, avant, dans les CODIR, en se disant il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aménage, toujours dans cette idée d'offre aux salariés. Et on avait, au niveau du CODIR, des grosses réticences de certains managers. On s'y est fait, mais les managers ont toujours, pour certains, des difficultés à cette organisation. C'est clair que ça change beaucoup de choses. Ça veut dire apprendre à manager à distance. Ça veut dire comment on gère tout l'informel. On ne peut pas remplacer tout l'informel d'une entreprise, des contacts qu'on peut avoir à la machine à café, etc., par des process. Donc il faut inventer autre chose. L'entreprise, c'est un lieu de socialisation aussi. On le voit parce qu'on a pas mal de jeunes dans nos métiers, donc qui reviennent un peu, pour certains, dans l'entreprise, parce qu'en fait, il y a les copains, on peut aller boire des pots à la fin de la journée, on fait des rencontres parfois. Je n'ai pas les statistiques des mariages en entreprise, mais c'est important. À peu près 10%. Voilà. Je savais, Bernard. Donc, oui, c'est beaucoup. Oui, c'est normal. C'est plus efficace que Tinder, peut-être. Il y a des millions de personnes qui, tous les jours, vivent ensemble. Forcément, ils finissent par se rencontrer. Donc, il y a ces aspects de socialisation. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, des problématiques du type installation en province. On en a quelques-uns. Donc, de gens qui vont vivre en province. Et il faut trouver des solutions. Il faut trouver aussi de l'équité vis-à-vis de ceux qui restent à proximité du bureau. Donc, c'est complexe. Et le gros point, ce dont je discute beaucoup avec les CODIR et avec les équipes RH, c'est comment perpétuer la culture d'entreprise. C'est-à-dire, ces nouvelles organisations, est-ce qu'elles ne nous orientent pas vers quelque part une ubérisation du travail et des salariés qui sont indépendants, peut-être même un peu mercenaires et qu'on ne maîtrise pas, et avec qui on n'arrive pas à interagir. Nous, notre réponse aujourd'hui, c'est de multiplier les moments de rencontres, y compris les moments de rencontres virtuelles. C'est-à-dire que tous les mois, on a une tribune où on rassemble l'ensemble des équipes, on a des thèmes, on essaye de faire participer, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'information uniquement descendante. On apporte beaucoup de transparence à la gestion de l'entreprise, on raconte ce qui se passe à l'ensemble des collaborateurs. Et les collaborateurs, toujours dans cet esprit de socialisation, d'ailleurs, ont multiplié eux-mêmes les moments de rencontres informelles. Cet été, ils ont fait une série de pots à tour de rôle, etc. Même si l'alcool au travail, c'est pas bien, mais j'ai rien dit. Et enfin, les RH accompagnent beaucoup les managers sur qui reposent beaucoup de choses. Donc une grosse charge pour les RH, mais aussi une charge pour les managers. Donc un modèle soutenu par la direction, des RH qui accompagnent, et puis un corps social qui de lui-même
recréer les conditions de socialisation au sein de l'entreprise pour justement ajuster la vie au travail à ces nouvelles formes d'organisation. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Alors, je crois que le sujet du contrat social vient naturellement. Suite à ce qu'on s'est dit, on change les conditions d'organisation du travail, l'entreprise est le lieu de revendications, d'aspirations différentes, qui d'ailleurs parfois ont été permises par ces nouvelles organisations. Le télétravail a ouvert le champ des possibles pour bien des salariés, et ça amène les entreprises à réfléchir à ce qu'elles offrent aux salariés aujourd'hui. Alors, on aime ce flou autour du terme de contrat social. Alors, on connaît tous le contrat de travail qui régit le lien de subordination de l'employé à l'employeur. Et contrat social, je n'ai pas trouvé de bonne définition. Et on peut y voir aussi bien la manifestation de l'éthique sociale de l'entreprise, la promesse d'une mieux-disance pour demeurer compétitif sur le grand marché des talents. Ça peut être tout simplement une forme d'obligation de loyauté dans l'application des obligations sociales dont l'employeur se sent dépositaire. Alors, comment est-ce qu'on navigue dans le flou de cette représentation du contrat social? Comment est-ce qu'on évite de juste formuler un catalogue de mesures plus ou moins incitatives pour les salariés? Sandra, est-ce que c'est un sujet, le contrat social? Dans quelle acception est-ce qu'il est pris chez Adecco? Et puis, de manière intéressante, dans votre entreprise, il y a une multiplicité de contrats qui coexistent. Comment, là, dans l'esprit de Rousseau, est-ce qu'on préserve cette notion d'égalité sociale lorsqu'on a des personnes de statut très différents? Beaucoup de questions en une. Hein. Oui, énormément de questions. Alors, si je devais, moi, donner une définition du contrat social, je dirais que c'est un peu la traduction de toutes les concessions respectives des parties prenantes de l'entreprise pour faire en sorte qu'elle réalise la mission qu'elle s'est donnée. Et donc, moi, j'ai parlé de Adecco, mais avec modestie, parce que, encore une fois, je n'ai que 4 mois de recul. Et ce qui m'a intéressé, en tout cas chez Adecco, ce qui fait que j'ai rejoint le groupe Adecco, c'est la mission que s'est donnée Adecco, qui est quand même pour moi une mission hyper engageante, puisque la mission d'Adecco, c'est de permettre à chacun d'être acteur de sa vie professionnelle, j'entends. C'est très engageant quand même. Donc pour moi, ce type de mission, elle doit nécessairement être prise dans le contrat social de l'entreprise. Et sinon, il y a un impératif de cohérence, sinon ça n'a plus de sens. Et donc, c'est comment je fais en sorte qu'effectivement mes propres collaborateurs, mais également les intérimaires que je mets à l'emploi, les statuts CDI intérimaires qui sont des salariés Adecco, mais qui vont prester dans d'autres entreprises, se retrouvent dans ce contrat social. Il faut savoir que les 4 piliers du contrat social chez Adecco, c'est alors assez basique, vous allez me dire, mais c'est de mettre en place un cadre sain et épanouissant. Difficile quand effectivement mon intérimaire il est dans une entreprise utilisatrice et que je ne maîtrise pas cet aspect. Oui. Deuxième pilier, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'œuvrer pour la diversité, pour l'égalité des chances, pour l'inclusion. Là, pour le coup, le groupe Adecco franchement fait preuve de beaucoup de sérieux sur ces sujets-là et a vraiment des politiques qui se déclinent jusqu'aux clients pour s'assurer que les demandes des clients ne sont jamais discriminantes. Donc on a un socle de formation qui est vraiment très très costaud pour s'assurer que voilà, en agence, nos collaborateurs sont rompus à cet exercice et sachent véritablement détecter les situations qui sont des situations de discrimination et qui puissent savoir répondre aux clients en disant écoutez, nous on n'est pas dans ces sujets-là, donc il y a d'autres prestataires, vous pouvez aller voir ailleurs, et on leur dit, c'est clairement affiché.
Donc voilà, deuxième pilier fort. Troisième pilier, c'est bien sûr d'avoir une offre de formation qui soit une offre de formation cohérente, qui permette à chacun de développer ses compétences dans l'entreprise. Et enfin, bien sûr, de faire en sorte de favoriser la mobilité au sein du groupe. Et donc permettre par exemple à nos intérimaires de devenir des CDI ou pourquoi pas des CDI chez nous, chez Adecco. Donc voilà, donc 4 piliers qui ont vraiment du sens, qui fonctionnent. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que pour que le contrat social, n'est pas censé finalement évoluer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui justement doit pouvoir résister à toutes les crises que peut traverser une entreprise. Et c'est ça qui est difficile pour la RH, c'est de s'assurer que ce contrat social, il ne sera jamais entamé par une partie ou par une autre, et il y a des droits et des obligations de part et d'autre, et que le contrat social est immuable. Et en l'occurrence, c'est effectivement extrêmement compliqué quand on est le groupe Adecco, qu'on est assujetti finalement à tout ce qui se passe au niveau économique, puisqu'en fait à chaque fois qu'il y a un secteur d'activité qui est en panne, forcément, le premier réflexe des entreprises, c'est de dire on met fin à l'intérim. Et donc voilà, on a vraiment beaucoup de sujets à adresser et il faut faire en sorte que, en tout cas, ce socle-là ne bouge pas. C'est incroyablement engageant que de dire que le contrat social renégocié dans un moment de tension sur le marché de l'emploi sera pérenne. Oui, parce qu'en fait, par exemple, quand nos intérimaires ils sont en intermission, on continue à les former, on continue à développer leurs compétences, on a toujours cette offre de formation qui perdure. Donc on est vraiment dans cette responsabilisation-là. Donc non seulement une explicitation du contrat social, mais aussi un ancrage dans la durée de ces engagements. On verra comment ça, à l'épreuve du temps et des cycles économiques, ça résiste. Olivier, dans la PME, est-ce qu'on peut de la même manière expliciter le contrat social ? Est-ce qu'on a les équipes pour nourrir la réflexion et justement être aussi mieux-disant sur le marché de l'emploi ? On est obligé, oui. On est obligé parce que si on veut continuer à se développer, à attirer des talents, à conserver des gens, on est obligé de réfléchir au contrat social. Moi, j'ai retenu du contrat social de Jean-Jacques Rousseau la notion d'intérêt général. Et aujourd'hui, le contrat de travail, c'est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance entre l'entreprise et le collaborateur, mais c'est un contrat de confiance aussi autour des parties prenantes de l'entreprise. C'est-à-dire que le collaborateur, il est attentif à ce qui se passe, à ce qu'il fait, etc. Il est à la fois en demande de RSE, donc il se demande si l'entreprise est effectivement active en matière de RSE, et il a aussi besoin de sens personnellement. Donc quand on fait de l'achat d'espace publicitaire, on va se dire oulala, c'est pas le métier de demain. Donc, ce qu'on fait, nous, parce qu'on croit notre métier, on pense que la publicité peut être vertueuse, c'est que on a travaillé sur, au-delà de tout ce qui est RSE interne, mais on a travaillé sur tout ce qui était empreinte carbone de la publicité, publicité vertueuse. Il y a aujourd'hui des problématiques de distribution de catalogues avec le WePub, par exemple. Il y a toute la problématique de la pollution digitale, etc., etc. C'est des sujets qu'on adresse avec les organisations professionnelles, qu'on adresse avec des tiers de confiance, pour arriver à donner demain à nos clients un indicateur de l'empreinte carbone des campagnes de publicité. Et ça, c'est important aussi d'y travailler. Donc, on a des groupes de travail avec les collaborateurs, de travailler, de communiquer, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un combat, nous, chez Cospirit. Je vous ai dit qu'on faisait du conseil média, mais on fait du conseil média à la fois sur des campagnes nationales et aussi sur des campagnes locales. C'est notre point fort, c'est qu'on fait beaucoup de publicité locale, en articulant bien le local et le national. Très concrètement, pour un point de vente,
distributeur, un retailer, on va organiser la communication sur la zone de chalandise de ces magasins, magasin par magasin, et on a développé pour ça un savoir-faire et des outils. Et ce à quoi on croit, c'est que pour les agences médias, c'est assez facile de faire des campagnes publicitaires digitales massives ou à la télévision de façon massive. Nous, on fait de la dentelle en utilisant les médias locaux. Donc on appelle ça la relocalisation média. C'est comment réinjecter des médias locaux, la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire, les afficheurs locaux. Et là aussi, on le met en avant auprès des équipes et des annonceurs, parce que alimenter les médias locaux, c'est un élément de contribution à la démocratie, puisque c'est grâce à la publicité que la presse quotidienne vit. Et dernier élément important dans ce contrat social, c'est l'évolution de la gouvernance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on croyait beaucoup à l'esprit collectif. Et ce qu'on a fait il y a maintenant 5 mois, c'est qu'on a fait, je ne sais pas si vous connaissez, un forum ouvert où on a fait participer la moitié des collaborateurs sur une projection à 3 ans de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on avait envie de faire, en disant aux collaborateurs, voilà, maintenant vous nous dites tous sur un principe où chacun participe, amène ses sujets, il n'y a pas de sujet tabou, c'est vraiment le principe du forum où chacun s'exprime. Et vous nous dites comment on peut arriver à réaliser ce plan à 3 ans, ou quelles sont les difficultés que vous voyez, ou quels sont les problèmes qu'on a à résoudre. Et ça a vraiment créé une émulation dans l'entreprise, parce que les collaborateurs ont vraiment participé. On s'est aperçu à cette occasion qu'ils étaient beaucoup plus en avance que nous, ils étaient beaucoup moins frileux que nous sur les évolutions, c'est toujours intéressant. Et on continue donc ce forum ouvert en montant des groupes de travail et en les animant. Et on a un outil en interne, par exemple, qui est un outil d'innovation collective, qui est la version moderne de la boîte à idées. Mais la boîte à idées, on l'entretient, on l'anime, on partage, on fait les concours, etc., pour vraiment créer pour créer ce mouvement. C'est une réponse intéressante de la PME face à la nécessité de repenser son organisation et son contrat de travail. Finalement, c'est la co-construction impliquant l'ensemble des salariés, donc une logique de démocratie directe, en réouvrant la gouvernance pour trouver les réponses qui viennent le mieux. On parlait tout à l'heure de la douleur réelle des salariés, des besoins réels. On se confronte à la réalité du travail en interrogeant les salariés directement. Oui, c'est ça. On retrouve dans l'entreprise ce qu'on retrouve un peu dans la société, avec toutes les interrogations sur, vous en parliez tout à l'heure, de représentativité des organisations syndicales ou même de nos élus politiques. Alors, donc j'entends pour le moment donc des choses très positives sur ce désir finalement d'enrichir le contrat social, et pour autant on pourrait avoir le sentiment que le contrat social s'arrête aux frontières du CDI. Donc le salarié en CDI très bien protégé par des entreprises qui se réarment socialement. Qu'en est-il des autres? Et là, je me tourne vers vous, Bernard. Tous les salariés ne sont pas en CDI. Et pour les syndicats, il y a finalement cette double réflexion sur le contrat social. À l'échelle de l'entreprise, comment on contribue à son enrichissement? À l'échelle nationale, comment est-ce qu'on s'assure d'une égalité de traitement? Oui, question rude. Le mot contrat social me fait un peu peur. Pour moi, c'est un concept flou, ce qui me permet des réponses imprécises. Je vois deux approches dans le mot contrat social. L'une qui est propre à l'entreprise. La relation entre la direction, les salariés, quel degré de partenariat, quelle distance, quelle contractualisation, quelle autorité sur la simple logique du contrat de la relation de subordination, l'obligation de subordination, enfin la relation de subordination, et donc cet équilibrage qui se fait dans les entreprises, dans les branches aussi, c'est toute la notion de contrat collectif qui vient améliorer, encadrer
encadrer, faire évoluer aussi le contrat individuel. La hiérarchie des normes apporte évidemment beaucoup d'importance à la notion de contrat collectif. Cette notion, il ne faut pas l'observer uniquement dans un espace géographique fermé. Les très grandes entreprises qui sont mondiales ont à gérer des cultures, des problématiques juridiques extrêmement différentes. On ne gère pas la relation de travail au Koweït comme on la gère en France ou au Nigeria. Et les marchés sont mondiaux, les entreprises sont livrées à une concurrence mondiale. Très souvent, nos mentalités sont nationales, pour ne pas dire étroitement nationalistes. Bon. Et la construction d'un espace, d'un contrat social, doit prendre cette dimension à minima européenne. Ça relève encore du vœu, mais si on se donne cet objectif, on peut y arriver mieux que si on reste chacun dans son repli frileux. Ça, c'est la régulation sur le plan professionnel. Et observons que ces dernières dizaines d'années, l'engagement collectif s'est développé, la notion de contrat collectif, de contrat c'est fait, et que ce soit une grande ou une petite entreprise, on considère que la richesse des représentants du personnel et du personnel lui-même, c'est une richesse fabuleuse. Et que si le mot ressources humaines est un peu sec, un peu nerveux, un peu dévalorisant même, le DRH, c'est le directeur ou la directrice des relations humaines, et c'est très fort. Puis l'autre dimension, c'est le contrat social entre l'entreprise et son environnement. L'entreprise citoyenne dans une société, on le voit aujourd'hui avec les questions d'énergie, mais ces questions-là, elles peuvent être progressivement absorbées. Observons les progrès colossaux que l'on a fait en matière de diversité ou d'égalité professionnelle. Donc il faut bien de temps en temps que la puissance publique, on le voit en termes d'égalité professionnelle, puissance publique dise, allez, j'installe une loi, ça va vous bousculer un peu, mais dans votre comité de direction, je ne veux pas que des garçons, je veux aussi des filles. Bon, et ça avance. Et tout le débat, faut-il une loi, faut-il pas une loi? Bon, donc l'entreprise, elle est conduite, pas contrainte, conduite dans son intérêt propre. L'entreprise réagit par rapport à son intérêt, et son intérêt, c'est aussi de travailler à l'intérêt général. Bon. Mais elle le fait par rapport à elle. Une entreprise, c'est d'abord une structure à finalité économique. Cette finalité économique peut-elle, réponse oui, prendre en compte les objectifs de la collectivité? Réponse oui. La question, elle est très délicate parce que l'entreprise, comme une organisation syndicale, n'a pas à se transformer en acteur ou en co-décideur de la chose publique. Ça, c'est la sphère du politique. On a malheureusement... Et sur le contrat, j'ai pas répondu à la question très vite, très rapidement. On a aujourd'hui encore une frilosité. Les juristes parlent des contrats atypiques, tout ce qui ne sont pas CDI. Les syndicalistes parlent des contrats précaires. Mais ça y est, la digue saute. Ce qui est important, c'est d'organiser des relations de travail équilibrées, justes, que l'on soit indépendant, que l'on soit salarié, que l'on soit artisan, que l'on soit... Alors évidemment, le code du travail il se trouve bousculé par le code du commerce, par d'autres codes. Ce qui est important, c'est d'organiser la relation de co-organisation, de sub-organisation, et pas seulement de relations dans le cadre du salariat. Cela étant, calmons-nous, plus de 90% des personnes au travail sont dans un contrat de travail, et 90% sont dans un CDI. Merci pour cette précision, Bernard. Le drame de cette table ronde, c'est le manque de temps, évidemment. Ce qui va m'obliger à poser à notre intervenant la même question de conclusion, puisqu'on est quand même sur le sujet de la métamorphose de la fonction RH. À chacun d'entre vous, brièvement, je vais demander de répondre à cette question. Quelle métamorphose attendez-vous de la fonction RH? De quel RH avez-vous besoin pour demain? C'est un vaste sujet quand même. Donc, encore une fois. Oui, moi je vais juste rebondir sur ce que disait Bernard Vivier et qui a tout à fait raison, qui est de dire que le contrat social, c'est quand même une notion extrêmement floue dans les entreprises, et je pense que c'est peut-être la clé, c'est qu'à un moment donné, dans les entreprises, ça ne devrait pas être flou.
On ne doit pas transiger sur le contrat social qu'on s'est donné. Et donc, je pense que la DRH doit évoluer vers ça, de devenir véritablement le gardien du contrat social de l'entreprise. Et donc, de peser de tout son poids dans les décisions stratégiques de l'entreprise dès lors qu'elle entame le contrat social. Et inversement, de faire évoluer le corps social, de lui faire comprendre qu'effectivement une entreprise a une finalité économique et que c'est vraiment ça qui doit prévaloir dans les entreprises. Donc la RH de demain, la bonne RH de demain, c'est celle qui saura s'emparer de ce sujet du contrat social, l'expliciter, lui donner du sens et en faire un outil de cohésion au sein de l'entreprise. Exactement. Et on en est loin, Sandra, de cette DRH ? Il faut déjà connaître son contrat social. Et je peux dire que dans toutes les DRH, on n'est pas toujours conscient de son contrat social. Bon, vaste programme donc. Olivier, quel DRH pour demain ? C'est une question difficile. L'angoisse du patron, depuis 29 ans, l'angoisse du patron archétypal que je suis, c'est de se dire un matin que les collaborateurs ne viendront pas au boulot. Alors, ils ne viennent plus au boulot puisqu'ils sont à distance maintenant, mais c'est de réinventer pour les RH, c'est de suivre la réinvention du travail. Parce que moi, je pense qu'on est vraiment dans un moment effectivement de métamorphose. Quand j'ai commencé à travailler, le DRH s'appelait chef du personnel. Maintenant, on dit directeur des ressources humaines. Directeur des relations humaines, c'est bien mieux. Je sais pas quel sera le rôle du DRH demain, mais il y a une telle aspiration à la fois, ce que je ressens dans l'entreprise, moi, à la fois sur des notions collectives et en même temps sur des notions individuelles, où les collaborateurs veulent s'épanouir, du bien-être, pas trop de pression, etc., que le DRH de demain, il devrait être, ce dont je suis sûr, c'est qu'il devrait être costaud, quoi. Donc, à minima, si ce n'est le retour du social, c'est donc le retour du travail, en tout cas comme objet de travail, pour les DRH, effectivement, donc avoir la capacité à se saisir de ce sujet. Donc travailler le travail, c'est peut-être ça la promesse de demain. Bernard, même question, le bon DRH. Le bon DRH demain, c'est celui qui aura réussi à se libérer de la tutelle tyrannique du directeur des achats ou du directeur financier pour convaincre son DG que lui ou elle, DRH, a beaucoup plus d'importance que le directeur financier. Que le long terme, c'est beaucoup plus important que le court terme. Parce que le drame d'un DRH dans une équipe de direction, c'est qu'il ne peut pas toujours prouver à l'instant T que ce qu'il a mené, c'est rentable. Bon. Sauf quand il y a une grève. Alors là, c'est rentable, mais en moins, hein, moins quelque chose. Donc, un commercial, il peut prouver, il a remporté un marché ou pas. Un chercheur, il a trouvé ou il n'a pas trouvé. Un financier, il a rentabilisé. Un logisticien, il a mieux organisé l'entreprise, etc. DRH, c'est beau. Et pourtant, c'est la valeur homme-femme, enfin, c'est la valeur forte. Donc ça veut dire, et je m'arrête là, que le DRH qui va bien s'installer demain, c'est celui qui aura réussi à subvertir le directeur général pour faire du directeur général le prolongement de son regard sur l'entreprise. Ça me plaît énormément. Et ça plaît beaucoup à l'audience. Donc le DRH subversif et le DRH de demain, effectivement, on a tous ceux qui ont connu l'éprouvante tutelle de la fonction financière qui demande la valorisation de l'action RH savent de quoi il s'agit.